En octobre, c'est le mois spécial Mobilité Internationale sur la radio des Français dans le monde et sur votre site d'information lesfrançais.press. Quels sont les principaux dispositifs? Comment chercher? Comment trouver? Comment se préparer? Des conseils, des témoignages? Préparez vos bagages, l'aventure expat commence ici. Chaque jour, en écoutant Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde, découvrez nos podcasts et sur le site lesfrançais.press, tous les articles et tous les liens utiles pour avancer dans votre projet. Parrainé par Pôle emploi, des solutions pour l'emploi à l'international. pôle-emploi.fr/international. Direct. Animé par Gauthier. Direct. Sur stéréochic.fr. Bonjour, merci d'être avec nous, où que vous soyez sur la planète. Content de vous recevoir pour ce nouveau rendez-vous. C'est le deuxième webinaire organisé par l'équipe de Comment réussir son expatriation, le livre. Un livre bien utile si vous avez envie d'international. C'est un podcast que l'on va réaliser en direct sur Zoom. Le lien, vous le trouvez sur le site de stéréochic.fr, la radio des Français dans le monde. Je suis Gauthier, animateur de ce webinaire, et avec des invités qui nous rejoignent et qui vont répondre à toutes nos questions. Justement, les questions, vous pouvez en avoir. Vous êtes les bienvenus pour pouvoir nous poser en cours de podcast toutes les questions que vous voulez. On va y répondre en temps réel. J'accueille mes invités. Bonjour à tous les trois. Je salue Benoît Collignon, qui est responsable de la promotion VIE chez Business France. Bonsoir Benoît, bienvenue. Bonsoir Gauthier, merci. Bon, tout va Bonsoir bien? à tous. Très bien. Tu as un joli décor Business France derrière toi. On est prêt pour répondre à plein de questions sur comment réussir son expatriation. Prêt. J'accueille Bruno Antoine, conseiller en mobilité internationale chez Pôle emploi international. Bonjour Bruno, on a l'habitude de se parler nous maintenant. C'est vrai qu'on a déjà eu plusieurs opportunités d'échanger. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que sur la radio des Français dans le monde actuellement, nous sommes en plein cœur d'un mois spécial sur la mobilité internationale. Tous rejoints en partenariat avec Pôle emploi, et on t'entendra cette semaine parler d'un sujet qui est important, qui est le retour en France. Revenir en France, c'est comme une expatriation, tu nous as dit. C'est ça, je vous invite à écouter le podcast. Écoutez la radio et les podcasts de la radio. Cindy Capia est avec nous. Bonjour Cindy. Bonjour à tous. Où tu es dans le monde? À Paris, c'est pas très exotique. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas demandé à Bruno et à Benoît, mais je pense que Bruno, il est toujours un peu du côté de Bordeaux. Exactement, je suis à Bordeaux. Et Benoît? Je suis à Marseille. Très bien. Cindy, bienvenue. Tu seras notre témoin du club VIE. Tu as fait un stage VIE, un contrat local en Afrique du Sud. C'était quand? Alors je suis arrivée en Afrique du Sud en 2017 pour un stage de fin d'études. Et donc après, j'ai enchaîné sur le contrat local et sur le VIE. Donc ce qui fait que je suis rentrée il y a 1 an exactement, après avoir passé du coup 5 ans en Afrique du Sud. Tu vas être notre témoin ce soir. Quand tu as envie de réagir, quand tu veux dire que c'est vrai, que c'est pas vrai, que ça s'est pas passé comme ça, que ça c'était bien, etc. Tu n'hésites pas, tu interviens directement. Bruno et Benoît vont nous détailler les différents types, les différentes formes d'expatriation. Sachant qu'on va quand même rappeler que c'est le deuxième webinaire qui est organisé, et que lors du premier qui a eu lieu il y a 1 mois, on a eu l'occasion d'avoir une vidéo de cette soirée Zoom et un podcast. Les deux sont disponibles sur la toile. En l'occurrence, vous pouvez aller sur stéréochic.fr. Dans la zone vidéo, vous retrouverez le webinaire de ce mois de septembre. Il y a eu plus de 12 000 vues quand même. Alors, la barre est haute. Visiblement, le sujet passionne. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le VIE, on a été très complet pendant 1 heure sur ce dispositif proposé par Business France. Je vous invite à aller regarder ce webinaire. On va ce soir reparler du VIE, mais des autres formes également. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez, sachez que vous pouvez poser vos questions et que en temps réel vont me remonter vos réactions. Olivier Pierre se chargera de remonter vos questions pour que nos invités puissent y répondre en direct. Sachez d'ailleurs que les 15 ans du club VIE ont lieu le 27 octobre. Ça va se passer chez Mazars. Tu y seras, Cindy ?
Il faut allumer ton micro si tu veux parler à la radio, sinon on va pas t'entendre. Pardon. Voilà. Oui, bien sûr, j'y serai. Ils ont besoin de moi puisque c'est moi qui organise. Ah, c'est toi qui organise, oui, tu seras là donc. Exactement. Dernière chose, je salue donc les partenaires de ce webinaire. Business France, on parle du VIE et du VIA, le club VIE, Pôle emploi international et la radio des Français dans le monde. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va? On est prêt. Moi, je suis prêt. Direct. Sur stéréochic.fr. Aujourd'hui, le thème de ce webinaire, #2, le champ des possibles. C'est très lyrique comme nom de rendez-vous, je trouve. Hein. Ça nous ouvre à diverses possibilités. Il faut dire que pour s'organiser dans son expatriation, il existe une multitude de solutions. Le VIE, c'est clair, on en a parlé pendant 1 heure la dernière fois. Benoît, Bruno, est-ce que vous pouvez m'aider à débroussailler le grand sujet des dispositifs qui existent? Il existe des dispositifs soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre d'un volontariat ou d'un stage. Il y a le PVT, il y a Erasmus+, il y a le service civique. On va beaucoup travailler ce soir. Qui commence à me parler des différents contrats lorsqu'on est dans le cadre d'un job? Alors, si tu veux, je veux bien commencer. Alors, c'est vrai quand il y a une multitude de possibilités, c'est vrai. Hein, je pense on est dans une situation un petit peu comme de voyage. On a la possibilité de voyager sous différentes formes. Alors, une forme un petit peu aventurière, une forme peut-être plus safe, une forme peut-être all-inclusive. Et je commencerai par une forme d'expatriation qu'on n'a pas tendance forcément à promouvoir et à juste titre, c'est le fait de partir à l'étranger pour y travailler, mais en partant avec un visa de touriste. Alors, ça paraît un petit peu contradictoire, mais c'est la réalité de beaucoup d'expatriés. Je l'ai même expérimenté, donc je peux en parler et ne pas la conseiller. Alors pourquoi ne pas la conseiller? Parce que déjà, quand on vit dans un pays, quand on est l'hôte d'un pays, on se doit d'être irréprochable sur les lois du pays, les lois notamment en lien avec l'immigration, et on est aussi un ambassadeur de notre pays à l'étranger. Donc, on l'a vu pendant la période Covid, notamment dans certains pays, il y a eu des restrictions qui ont été apportées, et certains gouvernements ont décidé effectivement d'être plus stricts sur l'application de la règle d'immigration, et ont demandé aux citoyens qui étaient un petit peu en indélicatesse par rapport à cette loi d'immigration de quitter le pays au plus vite. Donc ça peut créer effectivement parfois des situations presque même dramatiques, parce que du jour au lendemain, faut trouver un avion, il faut rapporter ses affaires, on a une famille ou autre chose. Pour autant, alors même si cette situation effectivement, cette forme d'expatriation, je ne souhaite pas la promouvoir, il faut quand même rappeler que le fait d'aller dans un pays pour justement y créer du réseau, découvrir le pays, savoir est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans ce pays ou non, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et que j'ai tendance, moi, à proposer à mes candidats quand ils peuvent le faire, et aller découvrir le pays. Alors moi, je travaille essentiellement sur la zone Asie, et c'est vrai que c'est une zone de contact où les gens ont besoin de vous voir. C'est bien les webconférences, c'est bien Skype, c'est bien tout ce qui est dématérialisé, mais on a besoin aussi de voir si rapidement vous allez être disponible ou rendre sur place. Donc, je pense que c'est important de se rendre sur place, mais encore une fois, dans un cadre de prospection plus que d'aller y travailler, même si on sait que cette prospection peut amener un contrat de travail. Et puis après, dans la majeure partie des pays, on ne peut pas changer de situation migratoire, donc il faut sortir du pays et revenir avec effectivement le bon visa. Au niveau des grandes familles d'expatriation, il y a les contrats de travail qu'on va rechercher prioritairement en général. On verra donc les différentes formes de contrats. Et puis, il y a les formes de stage ou les formes de volontariat. Voilà, on va dire qu'il y a ces deux grandes familles. Et puis, il y a une troisième possibilité que je pense qu'il ne faut pas écarter, et tu l'as évoqué, Gauthier, tout à l'heure, c'est le PVT, le Working Holiday Visa. Donc, c'est ni un contrat de travail, ni un visa purement de touriste, c'est entre les deux, permis, vacances, travail. Donc, ça permet à la fois de faire un road trip, de faire un voyage, de découvrir un pays, et ça permet aussi de travailler. C'est un visa qu'on peut obtenir très facilement. La France a donc signé des accords avec 16 pays, pas mal de pays d'Amérique latine, quelques pays d'Asie. L'Australie. D'Amérique du Nord aussi, d'Océanie. Les 3 plus connus ou les 3 plus
couru en tout cas, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Et donc ça permet pour des jeunes, alors selon les pays, les critères peuvent être différents, 25 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans. 35 ans, c'est pour l'Australie et le Canada. Donc vous voyez que c'est quand même assez ouvert. Et ça permet donc assez rapidement d'obtenir un visa. C'est des visas qui peuvent s'obtenir parfois dans la journée, si on a les conditions en termes de visa, d'argent sur son compte en banque, d'assurance, et de partir dans le pays et d'y travailler. Alors, il y a aussi, selon les pays, des conditions. Dans certains pays, on ne peut pas travailler plus de 26 heures par semaine. Dans d'autres pays, on ne peut pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur. Mais de manière générale, on peut travailler, on peut occuper n'importe quel poste, depuis un poste d'ingénieur à un poste, faire du picking, travailler dans une ferme. Voilà, tout est ouvert. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Il y a 16 pays. Bon, bien sûr qu'il y a des pays où c'est un peu plus compliqué. Le Japon, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, la Russie, c'est sûr qu'on ne vous le conseille pas trop. Et bon, après, le Canada, voilà. Le Canada, c'est aussi un pays particulier dans le sens où c'est un tirage au sort. Donc, on s'inscrit dans un pool, comme on appelle ça, et on est tiré au sort ou non. Donc, c'est vrai qu'on peut attendre un certain temps avant d'être peut-être tiré au sort. Donc, ça, voilà, ça, c'est un petit focus sur le Working Holiday Visa. Le PVT est un peu hybride entre je voyage et je travaille. Alors, du coup, on va d'abord tomber du côté je travaille avec les différents contrats. Contrat local, contrat d'expatriation, contrat de détachement, qui est peut-être moins lié à l'aventure des plus jeunes. Ces contrats de travail, ils se négocient depuis la France ? Alors, Benoît, peut-être que tu vas intervenir sur cette partie. Alors, très rapidement, le contrat d'expatriation et le contrat de détachement sont des contrats donc français, donc on est rattaché à une entreprise française effectivement, donc ils se négocient et puis ils se mettent en place via la France pour pouvoir occuper un poste à l'étranger. Ce sont des contrats qui sont très prisés. Alors peut-être que Bruno t'es plus à venir répondre, mais ce sont des contrats qui sont très prisés parce que du coup, c'est une des 3 formes qui existent pour une entreprise de pouvoir recruter à l'international. Il existe 3 formes pour une entreprise, c'est le contrat d'expatriation, le contrat local, comme tu disais Bruno, et le contrat VIE. Mais notamment, voilà, le contrat d'expatriation est très prisé parce que beaucoup utilisé, mais il faut être en lien avec l'entreprise. Il faut déjà avoir son entreprise avant le début de sa mission professionnelle et ensuite réaliser toutes les démarches avec l'entreprise pour pouvoir avoir le bon visa au bon moment pour pouvoir intégrer son poste dans le pays. Ce sont des contrats qui sont assez utilisés, qui sont assez lourds pour les entreprises parce qu'ils sont très coûteux, d'accord, parce qu'il y a des charges sociales patronales françaises, parce qu'il y a des packages qu'il faut mettre à disposition pour justement envoyer l'employé à l'international. Et du coup, voilà, c'est souvent utilisé par une certaine gamme d'entreprises qui ont peut-être les moyens ou un peu plus l'habitude d'aller à l'international, mais voilà, qui est beaucoup utilisé en France. J'ai pas les stats, mais qui est pas mal utilisé en France. Alors justement, j'allais poser la question, mais si tu n'as pas la stat, est-ce que c'est de moins en moins utilisé ? Alors, nous, on essaye parce que via Business France et via la direction du VIE, on essaye en fait d'expliquer aux entreprises qu'il existe deux types de contrats. Alors le contrat d'expatriation pour nous est très adapté à des salariés seniors. Parce que du coup ils ont une grosse expérience en France. Souvent c'est des gens qui sont dans l'entreprise depuis pas mal de temps et effectivement à ce moment-là les autres contrats ne peuvent pas répondre aux contraintes financières et aux contraintes historiques que l'employé peut avoir dans l'entreprise. Mais c'est un contrat qui est beaucoup utilisé, qui est utilisé par toutes les multinationales, qui est utilisé par toutes les entreprises qui ont des filiales à l'étranger, par exemple notamment sur leur staff de management, leurs responsables de filiales, leurs responsables d'achat, etc. Voilà à peu près sur le contrat expatriation. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est l'entreprise que vous êtes en contrat avec l'entreprise, donc celle qui vous rémunère, c'est elle qui doit vous protéger pendant votre mission, c'est elle que vous allez référer dès que vous allez avoir un pépin à l'étranger. Et il faut aussi savoir si son entreprise est apte à pouvoir aussi nous épauler, nous appuyer pendant notre expérience à l'étranger. Via le contrat d'expatriation. Benoît, juste un petit rappel pour tous ceux qui nous ont rejoints dans ce live. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez utiliser directement le système de conversation sur Zoom. Les questions seront remontées par Olivier Pierre et je vous les poserai pour pouvoir y apporter des réponses. N'hésitez pas à poser des questions en live. On essaye de le faire le plus interactif possible. Cindy, toi, c'était... quel cadre, donc du coup, lorsque d'abord tu t'es décidé à le faire, est-ce que tu te souviens d'avoir cette envie et comment tu as organisé ton départ ?
Alors, du coup, initialement, c'était censé être simplement pour 6 mois, qui se sont transformés en 5 ans. Donc, je cherchais pour mon stage de fin d'études une opportunité à l'étranger. Et j'ai vu cette offre, du coup, sur Job Teaser, sur la plateforme de mon école. J'étais pas forcément préparée. Je suis partie, disons, entre le moment où j'ai appris que j'y allais et le moment où je suis partie, il s'est écoulé 3 semaines. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Rapide. Très rapidement. Et non, quand on part à l'étranger comme ça, on est quand même assez vite mis dans le bain grâce à justement tous les réseaux qu'il y a en local. Quand on arrive à l'étranger, des Français stagiaires ou VIE, l'intégration se fait assez rapidement. Après les 6 mois, du coup, j'ai décidé de rester en me disant que je vais rester peut-être 6 mois de plus. Et puis finalement, se faire se sentir chez soi et les temps passent et voilà. Du coup. On part, on découvre un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. On parle souvent du choc de l'expatriation. Tu te souviens, toi, de tes premières semaines ? Tu as bien vécu la chose ou ça peut être des mauvais souvenirs sur certains points ? Bon, l'Afrique du Sud, c'est particulier parce que c'est vrai qu'il faut changer ses habitudes. Donc, sans voiture, c'est compliqué. C'est super, on vit dans des grandes maisons, mais on est quand même dans une sorte de prison dorée, entouré de barbelés. On a une liberté qui est différente, mais c'est vrai qu'on peut pas marcher. Donc, il faut vraiment s'habituer à une nouvelle façon de vivre. Mais bon, quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans une colocation. On était 10 stagiaires. Tous mes week-ends sur les premiers mois étaient déjà préorganisés. Donc, je pensais rester que 6 mois à la base, donc je me suis un peu précipitée à faire toutes les choses à faire en Afrique du Sud. Mais non, c'est honnêtement des expériences que j'ai, mais de toutes les expériences des personnes autour de moi, que ce soit en Afrique du Sud et ailleurs, on est quand même assez rapidement mis dans le bain quand on part à l'étranger. Alors 3 semaines de préparation, c'est rare. La plupart des personnes que j'interviewe s'organisent un peu plus en amont. Ça a été suffisant ces 3 semaines ou il t'a manqué un peu de temps finalement quand même pour que tout se passe bien ? Non, en fait, c'est que c'était la recherche de stage qui avait influencé là-dedans. Mais non, ça pas. C'était j'ai eu le visa le jour même où je suis partie. Je suis partie, donc. Donc voilà, mais non, ça m'a pas. En tout cas, pour ma part, ça m'a pas posé de problème. Alors, on va parler justement de stage. Là, on a parlé des différents contrats. Est-ce que Benoît, Bruno, sur la partie contrat de travail, est-ce qu'on a été assez clair ? Est-ce qu'on parle des autres possibilités également ? Je pense très rapidement on peut parler du contrat local, puisque du coup, Cindy, toi tu as été en contrat local après ton stage en Afrique du Sud. Le contrat local est un contrat qui est très utilisé aussi, pour pouvoir justement travailler dans les pays. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Gauthier et Bruno. Quand on part dans un pays, alors on veut faire plein de choses, mais il faut avoir le droit de travailler. Donc avec un contrat local, on a le droit de travailler, mais il faut qu'il soit rattaché donc à une entreprise locale. C'est souvent pas très sécurisant pour les employés français parce que du coup, on dépend de chaque droit du pays dans lequel on se rend. Qu'on maîtrise pas forcément. Quand on va en Chine, quand on va en Afrique du Sud, on maîtrise pas forcément les lois locales et c'est pas forcément sécurisant d'un premier abord pour l'expatriation d'un Français. Cindy, d'ailleurs, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ton expérience. Ouais, en fait, du coup, c'est vrai que moi, après le stage, du coup, j'ai fait un contrat local et au bout de 3 ans de contrat local, ça dépend des pays, mais c'est vrai que financièrement, on n'est pas payé en euros. Financièrement, souvent les salaires sont moins intéressants. On n'a pas le rattachement à la sécurité sociale en France. Enfin, il y a beaucoup de difficultés qui, sur du long terme, en fait, commençaient à me peser. Donc, c'est pour ça que Mazars m'a proposé de passer un contrat VIE, ce qui m'a permis justement de pouvoir avoir cet encadrement avec Business France, se rattachant à la sécurité sociale et aussi surtout, c'est vrai que en termes de visa, c'est bien plus simple car les contrats locaux en général, alors, encore une fois, ça dépend des pays, mais les visas sont plus compliqués à obtenir. Il faut prouver d'avoir un skill particulier que les locaux ne peuvent pas apporter, alors que avec
avec le VIE, Business France s'occupe de tout et le visa est bien plus facile à obtenir. Donc, voilà, il y a vraiment, on voit vraiment les avantages de la formule VIE quand on est passé d'un contrat local à un contrat VIE. Alors, ça t'intéresse. Tu parlais de ton démarrage en Afrique du Sud dans le cadre d'un stage. Là, on peut parler de ce genre de situation. Il y a le stage, il y a possibilité de faire un volontariat. Erasmus+, aussi. Alors, Erasmus+, j'ai interviewé cette semaine les équipes d'Erasmus+. Il faut savoir qu'Erasmus est ouvert aujourd'hui depuis Quel Plus à un bien grand nombre de publics et de profils différents. Ça a été au début plutôt pour les jeunes, mais aujourd'hui c'est ouvert à d'autres publics, d'où l'arrivée du Plus ces dernières années. Le stage, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le stage qui se décide aussi depuis la France, du coup, je suppose. C'est une question pour moi ? Attends. Bruno, peut-être qu'il peut me répondre sur le stage ? Alors, je pense qu'effectivement, il faut bien s'entendre sur le terme de stage. D'ailleurs, comme le terme de volontariat peut avoir une connotation différente dans les pays anglo-saxons, un stage en France, c'est vraiment encadré par le droit du travail. On peut effectuer un stage que dans le cadre de ses études, d'une formation. Il y a une convention de stage qui est délivrée par l'organisme de formation, l'université ou l'école. On peut le faire après le parcours de formation ou pendant le parcours de formation. Donc là, il y a une durée de vie possible du stage. Je pense que c'est ton cas, Cindy, donc tu es parti dans le cadre de fin de formation. Donc ça, effectivement, c'est une modalité très intéressante. Il y a le dispositif Erasmus. Alors là, je pourrais faire plus aux étudiants qui ont la possibilité de faire un troisième trimestre ou une partie de leurs études à l'étranger. Après, il y a des pays qui permettent d'effectuer un stage dans un cadre qui n'est pas le cadre français. Donc, notamment en Europe, on peut effectuer un stage dans une entreprise. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Au Canada, notamment au Québec, il y a la possibilité d'effectuer un stage dans le cadre d'un dispositif porté par l'OFQJ, l'Office franco-québécois de la jeunesse, et qui permet effectivement à des personnes qui sont demandeurs d'emploi de partir faire un stage dans une entreprise. Voilà, le stagiaire, il n'est pas en phase d'apprentissage, c'est juste qu'il a un profil plus junior, on va dire, et c'est un avantage bien sûr pour l'employeur qui versera une gratification et pas un salaire, la personne ne rentrera pas dans les effectifs de l'entreprise, donc bien sûr, c'est avantageux pour l'entreprise. Et dans ce cas, le candidat peut bénéficier de ces allocations chômage. Je pense que c'est le seul cas où on peut bénéficier d'allocations chômage tout en étant en dehors de la zone européenne. Il touche une gratification d'employeur et une bourse de l'OFQJ. Donc ça, c'est un dispositif, par exemple, qui est intéressant. Et la gratification, elle est encadrée ? Il y a des minimums ? Elle est encadrée. D'accord. Et donc elle se cumule avec Pôle emploi, pour le coup. Tout à fait. Alors bon, là, il y a une durée limitée, bien sûr. De toute façon, on s'en doute bien, un stage, en général, là, c'est une durée de 6 mois maximum. Mais ça permet, c'est un marchepied. Voilà, beaucoup de personnes, on le voit bien, utilisent un dispositif, que ce soit le stage, le cas de Cindy, par exemple, puis après un contrat local, puis après, ou avant un VIE, puis après un contrat d'expatriation. Donc, on peut voir un système d'emboîtement. On dit aussi pour le volontariat, à chacun sa forme de volontariat, selon l'âge que l'on a. Il y a des jeunes qui peuvent partir sur des volontariats à 18 ans. Ce n'est pas le même type de volontariat, un volontariat de compétences, comme un volontariat par exemple, pour les Nations Unies, ou au niveau de l'Union européenne, ou au niveau d'un volontariat de solidarité internationale, où là, les profils qui sont recrutés le sont sur des critères assez similaires à un contrat de travail. Alors, la loi française impose que, par exemple, dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale, un petit peu comme un VIE, il y a des avantages en termes de protection, de couverture sociale, de prise en charge du billet d'avion, mais il y a un minimum qui est de 150 €. Alors, 150 €, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais quand on part travailler dans un pays du Sud où les conditions de vie sont quand même pas très... le pouvoir d'achat et si on a des euros est quand même à notre avantage, c'est un minima. Après, il y a des ONG qui utilisent effectivement ce type de dispositif et versent une indemnité qui n'est pas de 150, mais qui peut être de $2 000 ou 2 000 €. Donc, c'est un minimal qui est versé par la loi qui permet quand même d'encadrer effectivement les nombreux dispositifs de volontariat. Il y en a au moins une dizaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, allez sur le site de France Volontaire, qui est vraiment l'organisme qui est de référence
Sa mission lui est confiée par l'État français, de promouvoir les différentes formes de volontariat, le volontariat de réciprocité aussi. Donc voilà, il y a un volontariat pour chacun, pour des jeunes qui ont envie de découvrir sur un stage court. On peut parler du service civique, on peut faire en France, en Europe ou dans le monde, jusqu'à des formes de volontariat plus abouties qui requièrent des compétences bien précises. Est-ce que le service civique, j'ai interviewé quelqu'un qui en a fait un il y a quelques années, il ne savait pas où il allait partir lorsqu'il a décidé de faire un service civique. C'est toujours comme ça aujourd'hui, on ne choisit pas sa destination ? Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est une colle. On se positionne sur une opportunité, comme une offre d'emploi. Donc, d'accord. il est censé effectivement Alors, ça a peut-être après, évolué parce que ouais. C'était une interview que j'ai faite avec une personne qui l'a fait il y a quelques années déjà, qui s'est retrouvée en Corée du Sud et voilà, qui a été un petit peu surpris quand il a appris que ce serait la Corée du Sud, et finalement il y est depuis 29 ans. Donc je pense que ça s'est bien passé. Alors, je rappelle simplement que nous sommes en plein cœur de ce webinaire #2, le champ des possibles, organisé dans le cadre de la sortie du livre Comment réussir son expatriation. Vous avez le site internet commentréussirsonexpatriation.com, site sur lequel vous retrouverez toutes les infos sur le livre, ceux qui l'ont écrit. Je salue tous les co-auteurs qui sont avec nous et qui nous suivent ce soir. Nous avons 3 invités pour répondre à la question des différentes formes d'expatriation. Benoît Calignon, qui est responsable de la promotion VIE chez Business France, Bruno Antoine, qui vient de s'exprimer, qui est conseiller en mobilité internationale chez Pôle emploi international, et notre témoin du jour, c'est Cindy Capia, qui est témoin Club VIE, qui a fait un stage VIE et un contrat local en Afrique du Sud. J'ai une première question qui est arrivée. D'ailleurs, je sens qu'Olivier Pierre a envie de m'en poser tout plein. Alors, n'hésitez pas si vous avez des petits points sur lesquels vous voulez être éclairé. Question de Marine. Elle habite à Bruxelles. Est-ce qu'il vaut mieux partir en contrat local ou en VIE ? Alors, Cindy peut en témoigner. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, ça dépend aussi des pays dans lesquels on fait son contrat local. C'est vrai qu'un pays comme la Belgique est plutôt organisé, c'est plutôt sécurisant d'avoir un contrat belge en Belgique. Si je peux me permettre, par rapport aux gens qui sont de France, faire ces démarches de France, nous, par rapport au volontariat international, ce qu'on propose aux futurs candidats, sous réserve qu'ils aient les critères d'éligibilité, donc il faut qu'ils soient français ou européens et âgés maximum de 29 ans. Mais c'est qui se concentrent sur leur opportunité de carrière, sur quel pays dans quel pays ils veulent aller et sur quel type de mission ils veulent aller. Une fois qu'ils sont recrutés par l'entreprise, nous, on va les accompagner dans toute la mise en place pour le visa, pour les démarches administratives. Tout au long de leur mission, on va les rémunérer, on va les protéger aussi pendant leur mission. Donc voilà, moi si je dois faire déjà une petite différenciation entre les deux contrats, c'est qu'il y a un contrat, c'est comme je disais un peu tout à l'heure, c'est le volontariat all inclusive, c'est ce que tu énonçais un peu Bruno, où justement vous allez vous engager avec Business France pour le compte d'une entreprise française, et nous par contre on va vous mettre ce package all inclusive avec une rémunération qui sera confortable. Cindy pourra en témoigner sur l'Afrique du Sud, je sais que les rémunérations sont confortables en Afrique du Sud. Vous allez avoir une protection sociale qui est tout à fait performante. Vous allez avoir le droit d'être malade, vous avez le droit d'aller à l'hôpital, vous avez le droit de voyager, d'aller dans d'autres pays. D'ailleurs, nous avons des spécificités dans le VIE par rapport à des missions professionnelles. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sur l'Afrique du Sud que vous allez devoir rester qu'en Afrique du Sud. Vous allez pouvoir aller dans d'autres pays, soit sur un format de mission professionnelle, soit sur un format de volontariat régional. D'accord, vous allez pouvoir prévoir dès le début de la mission, je vais au Japon, je vais au Corée, je vais aller à Singapour pour les besoins de l'entreprise, bien entendu, mais voilà. Donc si je dois faire une petite aparté sur les deux contrats, moi c'est par rapport à ce côté sécurisant, ce côté rémunération, ce côté contrat français en lien avec les ambassades, avec Business France, qui permet de partir dans des conditions qui sont quand même optimales. Et aussi, on viendra peut-être après, mais aussi dans l'arrivée dans le fameux pays, parce que là, après, on va arriver dans un pays qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Voilà, c'est vrai que le fait de partir en volontariat, nous, on vous donne accès à tout notre réseau de partenaires, notamment le club VIE, et Cindy peut en témoigner, les conseils du commerce extérieur, etc., etc. Donc voilà, ma différenciation est surtout sur ce côté vraiment très sécurisant, flexible du VIE, qui permet, de partir dans les meilleures conditions et d'avoir vraiment toutes les informations adéquates avant la mission. Alors, je vais en effet me tourner vers Cindy. Les personnes qui nous suivent là peuvent réagir. Dites-nous en effet dans quel pays vous comptez partir. On vient d'avoir la Suède. Évidemment, toutes les règles sont très différentes selon l'endroit où vous voulez partir. Un petit débrief sur ce qu'on vient de dire, Cindy. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que Benoît a dit. En fait,
surtout dans les pays qui sont éloignés géographiquement, comme des systèmes un peu éloignés, c'est la sécurité. Donc, la sécurité d'avoir le visa, un certain nombre de congés, la sécurité financière. Enfin, c'est vraiment, il y a un encadrement qui vraiment, voilà. Moi, pour avoir fait les démarches en contrat local, c'est clair que le VIE, c'est bien plus simple et bien plus encadré. Après, il y a aussi les billets d'avion. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses qui fait que le VIE est très intéressant. Donc, pour moi, il y a pas de doute. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis après le VIE qui ont voulu rester. Donc, c'est vrai qu'il y a cette limite en temps du VIE que n'a pas un contrat local. Donc, qui ont voulu rester dans le pays après le contrat VIE. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de réussir à négocier, de garder le même niveau de vie après le VIE en local, sachant que le VIE ne paye pas d'impôts. Donc voilà, c'est la difficulté après le VIE quand on veut rester. Toi, t'étais Après le VIE, oui. T'étais passé d'un contrat à l'autre comment, Cindy? Ça s'est passé tout en restant en Afrique du Sud? Ouais, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que justement, je voulais garder ma carte VIE initialement, puisqu'on ne peut le faire qu'une fois. Et finalement, après 3 ans, enfin un contrat local, Mazars souhaitait que je reste et m'a proposé de nouveaux projets avec des responsabilités au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et en fait, c'est là qu'on s'est décidé de me faire passer en contrat VIE parce que, comme j'ai dit en début du webinaire, il y a des difficultés qui, sur le long terme, voilà, moi, me pesaient personnellement. Tout ce que j'ai évoqué, hein, mais les salaires qui sont pas forcément très intéressants, même en termes de sécurité sociale, selon les pays dans lesquels vous êtes, c'est vraiment intéressant de pouvoir bénéficier de la sécurité sociale après avec le format VIE parce que, par exemple, en Afrique du Sud, c'est des systèmes privés qui coûtent très cher et qui ne couvrent pas vraiment bien, en fait. Donc, ça va. Quand je suis passée sur le contrat VIE, ça a été plus simple. Alors, peut-être justement une question à Bruno, qui connaît ces différents dispositifs. Quand on se dit qu'on va vivre une mobilité internationale, qu'on commence à se renseigner, est-ce qu'on n'a pas des raisons de devenir un peu dingue s'il y a plein de systèmes dans des règles différentes pays par pays? Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie en termes d'assurance santé? Comment je dois m'organiser? Est-ce qu'on arrive à s'en sortir avec les infos qui existent sur le net, par exemple? Ou est-ce que des gens peuvent nous aider à nous éclairer sur le meilleur dispositif? Tu as tout à fait raison, c'est vrai que c'est complexe, on le voit bien, hein, une multitude de dispositifs de mobilité, bien sûr des réglementations locales qui sont complexes pour nous aussi, hein, qui accompagnons effectivement des candidats sur ces destinations, parce qu'on n'est pas non plus des agents d'immigration, donc on voit que les règles migratoires, on l'a vu avec la période Covid, ça s'est vraiment accéléré, des pays qui se contractent complètement, qui protègent leur marché local, parce qu'il y a aussi des difficultés de chômage, donc oui, il faut effectivement se renseigner. Je pense que c'est bien d'être focus sur une destination. Ça permet quand même ça résout déjà d'aller chercher de l'information et d'avoir des interlocuteurs qui vont vous informer. Et puis, bon, voilà, pour les candidats qui sont demandeurs d'emploi, on est là pour effectivement les renseigner au mieux sur les différentes modalités. Alors, je reviendrai juste sur le VIE. Je pense qu'on a vraiment, c'est une grande chance en France d'avoir ce dispositif-là. C'est un dispositif qui est unique et on peut s'en enorgueillir quand même d'avoir ce type de dispositif qui facilite quand même pour beaucoup de jeunes des parcours qui sont très intéressants, qui vont leur permettre de progresser dans l'entreprise ou dans leur carrière. Je participais hier à un webinaire sur l'Asie du Sud-Est et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la situation de Singapour devient très complexe. Hein. C'est très difficile d'obtenir des visas et il y a eu un gros travail qui a été fait par l'ambassadeur de France pour justement permettre à ce qu'il y ait des VIE qui avaient diminué comme peau de chagrin du fait de la situation sanitaire et des exigences de plus en plus nombreuses des autorités locales. Et ils ont obtenu pour un horizon là, de 3 ans qui est 300 VIE sur Singapour, ce qui est super. Ce qui a été un rythme qu'a pu connaître Singapour il y a quelques années de ça. Mais voilà. Et pour beaucoup de jeunes, c'est très compliqué aujourd'hui d'aller sur des pays comme Singapour. Et le VIE
et leur atout. Est-ce que il y a des règles qui ont changé depuis la pandémie? Il faut dire qu'on a vécu dans le monde une situation inédite. Les frontières se sont brutalement fermées. On parlait du PVT. Je sais qu'un certain nombre de règles PVT ont évolué brutalement et qu'on est à peine en train de retrouver aujourd'hui l'état comme c'était avant la pandémie. Qu'est-ce que ça a changé? Ça change beaucoup de choses. La pandémie a distribué beaucoup de cartes, notamment pour justement ces vies d'expatriés à travers le monde, dans tous les pays du monde. Et là, justement, c'est très important de se poser la question de comment je pars à l'international, parce que du coup, dans des cas extrêmes comme celui qu'on a connu il y a 2 ans... C'est tous les 100 ans, hein, logiquement, donc on devrait être tranquille quelques années. Mais on l'espère. Même dans le cas du VIE, on l'espère, parce que nous, le VIE a été périn pendant la crise. On a réussi à conserver nos jeunes, mais on espère qu'on n'en aura pas d'autres comme ça d'ici là. Mais ça a redistribué beaucoup de cartes, parce que du coup, tout le monde a eu peur. Il y a beaucoup de pays internationaux qui ont été frileux, qui ont fermé aussi leurs frontières. On voit par exemple les États-Unis, on a eu la Chine, alors que ce soit pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons de travail, de relance, etc., etc. Donc ça a redistribué pas mal de cartes. Donc c'est pour ça qu'il est important quand même de voir quelle forme d'expatriation correspond à mon profil, d'accord. Et par contre, dans le cas du VIE, voilà, c'est-à-dire que demain, s'il y a un problème dans le pays, nous, comme on est sous réseau ambassade et qu'on travaille avec le gouvernement français, avec le centre de crise de soutien, on va pouvoir intervenir de suite. C'était là-dessus où Bruno l'a souligné un peu, c'est-à-dire que là, dans ce cas de crise internationale, voilà, on vous met en sécurité, on s'assure que tout va bien, et si la situation se dégrade, c'était le cas à Wuhan au début de la crise. On a rapatrié nos 5 VIE qu'on avait dans la ville de Wuhan. C'était les 5 jeunes personnes qu'on a vues au journal de TF1 au début de crise. Ouais. Voilà, c'était eux, masqués. Et du coup, on les a rapatriés pour justement les mettre en sécurité, en quatorzaine, en France, pour voir que tout aille bien. Donc voilà, mais c'est vrai que cette crise-là, qui était inconnue auparavant, a redistribué quand même beaucoup de cartes. Et là, on commence à revenir un peu à la normale. Alors nous, dans le cas du VIE, on négocie avec tous les gouvernements. On a la chance d'avoir le réseau ambassade, ce que disait Bruno. Donc du coup, on reste en négociation même pendant les crises. En ce moment, on travaille avec l'Algérie, on a travaillé avec Singapour et on a obtenu cet accord qui est un fabuleux accord. Tous les ans, on travaille avec le Canada. Tu parlais des PVT au Canada, mais nous, voilà, on a des quotas. On négocie des quotas avec l'immigration canadienne pour justement avoir un nombre de jeunes qui puissent partir sur le territoire. Voilà. Donc on est peut-être un peu moins impacté parce qu'on est en négociation continue, mais je mets à la place d'un jeune qui part à l'étranger, pas avec le bon visa, qui commence à travailler et d'un coup il se passe quelque chose dans le pays. Voilà. Ça peut vite être un peu complexe. Alors, autre situation internationale qu'on connaît aujourd'hui avec les tensions en Europe liées à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. J'avais un correspondant sur l'antenne de la radio des Français dans le monde qui avait fait un VIE en Russie, en l'occurrence du côté de l'Oural, et son contrat, alors très 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 loin, hein, c'était pas une punition, il l'avait choisi, et qui avait basculé sur un contrat normal. Il vivait maintenant et il travaillait pour une entreprise française qui faisait du fromage là-bas. D'ailleurs, je n'ai pas de nouvelles de lui depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait dans une période comme là maintenant? Est-ce que si on vit dans un pays qui traverse une tension particulière, il y a des dispositifs pour pouvoir se rapatrier rapidement si on décide de vouloir rentrer ou de vouloir rester si on le peut? Alors la réponse est oui. La réponse est oui, il existe des dispositifs. Alors moi, je peux parler dans le cas du VIE, peut-être que Bruno, t'as peut-être un cas un peu plus généraliste, mais nous, dans le cas du VIE, on va prendre le cas de la Russie, on a rapatrié tous nos jeunes. C'est un peu compliqué, c'est un grand pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir ou pas de vous annoncer qu'on a 0 VIE en Russie actuellement, parce que du coup, on a retiré toutes nos billes, on a rapatrié tout le monde. Le but était de savoir où ils étaient, parce que souvent ils sont en mission commerciale, donc même s'ils sont basés à Moscou, ils peuvent être en prospection n'importe où, même dans l'Oural, c'est possible. Et justement, ces jeunes, faut arriver à savoir où ils sont, aller les chercher pour justement les mettre en sécurité, pour pouvoir aussi les rapatrier. Et là, dans le cadre de cette crise russe, je préfère l'appeler la crise russe que la crise ukrainienne, mais dans cette crise russe, en plus, ils sont sous drapeau français, donc ça peut vite être complexe. Ils sont représentants de la France à l'étranger, donc il faut quand même réagir assez vite. Alors dans le cas des autres statuts d'expatriation, il y a des réflexes à avoir. Ça, c'est une certitude. Il faut se rapprocher de son ambassade, il faut se rapprocher des consuls, il faut aller sur le site. Bien sûr, je vais pas l'avoir tout de suite. Comment ? d'Ariane. Voilà, exactement. Et sur le site du conseiller voyageur, à tout prix. Alors, conseiller voyageur, avant d'y aller et pendant, c'est important parce qu'on va vous expliquer, là, ces zones-là sont un peu compliquées. Ne pas aller dans le sud de la Russie ou de la frontière avec l'Ukraine. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va vous expliquer, mais il y a vraiment des bons réflexes à avoir à l'étranger pour
pour se sortir de situations qui peuvent être vite complexes. Oui, mais et même sans parler de crise, je pense que c'est un réflexe qu'il faut avoir quand on arrive dans un pays, de s'inscrire auprès de la chambre consulaire, Tout à fait. parce que ça permet effectivement, quand vous serez amené à renouveler vos papiers, ou si vous perdez vos papiers, en cas d'élection, la possibilité de voter depuis l'étranger. Ça permet de comptabiliser aussi les Français. On avait un gros trou dans la raquette, on pensait qu'il y avait 1,8 million de Français à l'étranger au moment de la crise Covid. On se doutait bien qu'il y en avait plus. Et effectivement, la crise Covid nous l'a rappelé qu'on était plus près de 3 millions, voire 3 millions. 3 millions. Qu'un million et 8. Et c'est vraiment important, effectivement, de passer par. En plus, ça fait partie de ce réseau, tout ce maillage qui va être important. Alors, c'est vrai qu'avec le VIE, avec d'autres dispositifs de volontariat, il y a l'État français qui est derrière. Donc, c'est vrai qu'il n'abandonne pas. En tout cas, c'est la tradition de notre pays de vraiment aller chercher. Français, je vois, au niveau d'Expertise France ou d'autres partenaires comme ça, ils savent exfiltrer une personne s'il le faut en cas de situation compliquée. Et c'est vrai que là, les contrats locaux, par contre, ils sont un peu perdus, ils sont un peu dissous dans la nature en quelque sorte. Alors, je voulais revenir un petit peu quand même sur cette question du contrat local, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on partait sur un contrat d'expatriation, c'était le contrat roi. Ça reste, bien sûr, le contrat idéal et le contrat que certaines grosses entreprises continuent à proposer à leurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une tendance qui tend à être la norme de proposer des contrats locaux, même pour des entreprises, des grosses entreprises françaises. Alors, contrat local, ça veut tout dire et rien dire. On peut très bien avoir un salaire très important dans le cas d'un contrat local. Tout va se négocier. On peut négocier ses jours de congé. On ne va pas avoir dans certains pays, vous avez 5 jours de congé. Donc, ça se négocie. Bon, on va être sur du 25 jours, ou quelque chose comme ça. On peut négocier une très bonne mutuelle. On peut négocier des billets d'avion pour rentrer en France. Ce qui se négocie en général plus difficilement, c'est la partie allocation chômage, même si ça se fait. Il y a des entreprises qui vont cotiser à l'UNEDIC pour vous permettre au retour d'avoir une allocation chômage en France. Et l'autre élément, c'est la retraite. Et là, c'est un petit peu le miroir aux alouettes. C'est que des fois, vous avez des salaires qui sont très intéressants. Et on dit, bon, je pars à l'étranger, contrat local. Alors, contrat local, encore une fois, je pense qu'il faut distinguer le contrat local avec une entreprise locale. Contrat local avec une entreprise internationale qui fait un bon contrat en bonne et due forme, où il y a tout ce qu'il y a dedans avec le package. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas le droit à la retraite. Vous avez un droit à la retraite qui respecte la réglementation locale. Et la retraite, c'est quoi ? C'est quand même un salaire différé. Donc, effectivement, on peut avoir un super salaire en se disant, bon, très bien, j'ai un bon salaire, peut-être mieux que ce que je serais payé en France. En plus, on regarde certains pays où le pouvoir d'achat va être très important. Mais, au retour en France, ça fait aussi des trous importants dans ses droits à la retraite. Alors, certains pays, il y a des conventions avec la France. Il faut se renseigner sur le site du CLES, qui est une convention, partenariat, on peut récupérer. En Europe, c'est très simple. Là, il n'y a pas de questionnement à ce niveau-là. Mais dans certains pays, c'est très compliqué. Ou sinon, c'est un système de capitalisation. Vous avez abondé en fait une caisse qui est privée, que vous pouvez récupérer sous certaines conditions, mais ça ne vous donnera pas des trimestres si vous voulez après prendre votre retraite en France. Petite question, Cindy, notre témoin de ce jour. Est-ce que tout s'est toujours bien passé ? Est-ce que tu as eu aucun accrochage ? Ou est-ce que si tu en as eu un, tu as eu les réponses rapidement pour pouvoir solutionner ton problème ? Dans le cadre du VIE ou... Dans le cadre de ton expérience en Afrique du Sud En fait, moi, c'est vrai que finalement, toutes les discussions ont eu lieu au niveau local. Et j'ai eu la chance d'avoir un manager avec qui je m'entendais très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Je pense que vraiment, chaque entreprise, ça va être différent. Donc, tout s'est très bien fait. Pas de maladie Ah non, à ce niveau-là, non. Bon, après, bien sûr, il y a eu des aléas du Covid, des problèmes qu'il peut y avoir en Afrique du Sud, mais non, rien de particulier. Est-ce que tu t'étais enregistrée quand tu étais arrivée là-bas en tant que citoyenne française installée à l'étranger ? J'ai mis un petit peu de temps à le faire, mais j'ai fini par le faire. Est-ce qu'on sait pourquoi, Benoît, Bruno, les Français ont justement du mal à s'enregistrer comme ça ? Parce que donc du coup, on l'a vu pendant le Covid, c'était très pratique, on reçoit des SMS, on est en contact et on peut réagir rapidement face à une situation. Pourquoi les Français ne s'inscrivent pas quand ils voyagent ?
C'est une bonne question. Alors, je pense oui, c'est une très bonne question. Alors, je sais pas avoir toutes les réponses, mais je pense qu'il y a moi, par rapport à la catégorie d'expatriés auxquels on s'adresse, donc c'était des jeunes de 18 à 29 ans dans le cas du VIE, il y a l'excitation. Une fois qu'on arrive dans le pays, il y a ce côté, à la fois, on est un peu, comme on dit, lost in translation, on est un peu perdu, mais on a aussi cette excitation du nouveau pays, de la nouvelle ville. Après, on rentre dans sa nouvelle mission, on se fait un réseau d'amis, on se fait un réseau professionnel avec le club VIE notamment. On en parlera tout à l'heure. Et du coup, je pense que là, après, dans l'émulation, on pense pas forcément à s'enregistrer. Puis on a aussi un peu ce côté, justement, d'expatrié où on a quitté la France. On est un peu fier de l'avoir fait aussi. Ouais. Moi, j'étais en Écosse. J'étais assez fier de vivre en Écosse, à l'écossaise. Et c'est vrai que pendant les quelques mois que j'ai passé là-bas, à part ma mère, j'avais pas de relation avec la France, et peut-être que ça joue aussi. Je pense qu'il y a quand même ce phénomène d'un coup, on s'intègre dans une nouvelle culture, on est presque plus écossais que l'écossais, ou voilà. Je pense qu'il y a quand même ce petit jeu là. Après, c'est sûr que dans les cas de personnes plus seniors, et là, mais je pense que voilà, c'est moins le cas, parce que du coup, on part souvent avec des familles, on part souvent avec des enfants, et là où il est encore plus important de s'enregistrer et de faire les démarches. Même s'il y a quand même ce phénomène-là qui se fait, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'on est à l'étranger, on est plus local que local presque, en tant qu'expatrié. Alors, une petite question de Richard. À mon avis, Richard est encore en France, vu sa question. Salut, si je me souviens bien, en VIE, on travaille pour une compagnie française. Là, je sais répondre. La réponse est oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir un contrat expatrié après le VIE plutôt qu'un contrat local ? Alors oui, on part pour une entreprise française. Le VIE, c'est un bel outil qui permet à l'entreprise française de se développer à l'international, d'accord, et aux jeunes de pouvoir avoir une mobilité internationale grâce à une mission. Et oui aussi parce que du coup. En fait, on a une vie après le VIE. Clairement, une fois qu'on a fait un VIE, c'est de 6 mois à 24 mois. Donc, après les 24 mois, ça ne s'arrête pas. Notre vie continue. Et du coup, 92% de nos jeunes à l'issue du VIE trouvent un emploi qui peut être à l'international comme en France. Et donc, oui, on va pouvoir avoir une vie d'expat après le VIE. Certains pays nous demandent en fait d'avoir un délai de carence, par contre. C'est le cas aux États-Unis notamment, de rentrer en France pendant quelques temps avant de pouvoir retravailler sur le sol américain, chose qui peut se régler aussi en local, mais voilà. Mais sinon, oui, la réponse générale est assez oui. Après, il y a des petits cas par cas. Comme toujours, hein, ça varie beaucoup selon les endroits où on se trouve dans le monde. Simplement, quand on doit juste rentrer pour un peu de carence et qu'on est aux États-Unis, vu le prix des billets, ça peut faire un petit aller-retour. Oui, alors après. Voilà. Après, il y a des entreprises qui arrivent à régler ces points-là, celles qui ont plus l'habitude notamment. Mais voilà, c'est du cas par cas, très clairement. Des fois, il suffit juste de passer la frontière, comme disait tout à l'heure Cindy. Ah oui, entre un stage, entre un VIE, et si après on est en contrat local et qu'on doit avoir un autre type de visa, ou un contrat d'expatriation, faut passer la frontière pour pouvoir activer le bon visa, pour pouvoir juste. Au Canada, il y a le tour du poteau où on doit c'est exactement ça. Sortir, passer aux États-Unis. On fait le tour du poteau et on revient et on est sorti. Ouais. Question de Ludovic. Bonsoir Esquin. Bonsoir Ludovic. Est-ce qu'un PVT rattache les droits français, sécurité sociale, etc. comme le VIE ? Est-ce qu'on a un spécialiste du PVT ? Ah Bruno va savoir répondre. Il sait répondre à tout, Bruno. Non, pas à tout. Mais le PVT, c'est un contrat local par excellence. Justement, dans le cadre du PVT, vous pouvez très bien ne pas travailler. Donc, il n'y a pas de droits qui vont s'appliquer. Et si vous travaillez avec une entreprise locale, selon les règles locales, vous allez cotiser pour une équivalent de sécurité sociale locale, une retraite locale. Donc, effectivement, il n'y a pas de droits qui sont auxquels vous pourrez vous prévaloir de retour en France. Comme ça, on a la réponse pour Ludovic. On n'a pas parlé des digital nomades. J'en ai tout plein qui passent sur l'antenne de la radio, notamment depuis le Covid, qui se sont dit, moi, quitte à travailler, pourquoi pas aller travailler dans un endroit un peu plus sympa. Il n'y a pas vraiment de statut encore aujourd'hui quand on décide de faire ce travail un peu à distance. Est-ce qu'un certain nombre n'utilisent pas notamment le visa voyage pour expérimenter ou même pour plus long terme c'est une tendance, le digital nomadisme ? Vous me regardez avec des yeux, Sylvain. Oui. Alors, je pourrais pas vous répondre sur cette question. Ce qui est sûr, voilà, nous, notre conseil,
j'invite les jeunes à utiliser tous les outils qu'ils ont en leur possession pour pouvoir construire leur vie, que ce soit en France ou à l'étranger. Utiliser le stage, utiliser Erasmus, utiliser le VIE, puis après pourquoi pas continuer sa vie internationale si c'est toujours le souhait de la personne à ce moment-là. Mais voilà, je pense que on est un pays qui est très riche. Alors des fois c'est un peu dur justement de s'aiguiller, mais il faut s'enrichir de ça. Utiliser. Cindy, toi, ton expérience que tu as eue dans le cadre de ce stage et de ce contrat local en Afrique du Sud, est-ce que ça a poussé des gens autour de toi à vivre l'expérience aussi, avec une démonstration par l'exemple? Quand on vit ça, est-ce qu'on devient un porte-parole de ce genre d'aventure? Alors honnêtement, pas vraiment. C'est vrai que c'est marrant parce que finalement, quand on rentre dans un mood, quand on rencontre des personnes à l'étranger, moi, c'est des amis que j'ai gardés, ce sont des personnes aujourd'hui qui vivent encore à l'étranger, au Maroc, au Kenya, en Égypte, etc. Donc, c'est des personnes qui bougent, qui ont l'intention de continuer à faire des expériences à l'étranger. Et en fait, finalement, mon réseau en France, c'est pas forcément le cas. Et du coup, il y a deux mondes un peu je côtoie deux mondes un peu différents. Mais non, de mes amis en France, de mon réseau en France, pas forcément. Alors, aujourd'hui, dans mon travail chez Mazars, mon but, justement, c'est de promouvoir la mobilité internationale. Et pour répondre d'ailleurs un peu à la question qui a été posée avant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui permettent de justement pouvoir faire du télétravail, pouvoir faire des mobilités. Donc, nous, par exemple, on permet de partir 6 mois à l'étranger et de revenir et de garder quand même un lien avec le travail actuel qui est permis grâce au télétravail. Donc, non, il y a plein de choses qui sont envisageables aujourd'hui. Et Cindy, c'est fini pour toi l'expatriation? J'espère pas. Il y a déjà des projets? Non, j'espère pas. Justement, c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est à prendre en considération aussi avant d'entrer dans une boîte, c'est de voir un peu quelle est la politique. Et c'est vrai que moi, chez Mazars, la mobilité, que ce soit géographique en France ou à l'étranger ou même entre les services, est vraiment facilitée. Et du coup, je sais que si demain j'ai l'envie de partir à l'étranger, je pourrais le faire assez facilement. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de ce deuxième webinaire organisé par les équipes de Comment réussir son expatriation, le livre. On a parlé de beaucoup de dispositifs. Je suppose qu'Internet est son meilleur ami. Je sais que chez Pôle emploi, on n'a pas besoin d'être demandeur d'emploi pour avoir des réponses à ces questions de mobilité internationale. C'est peut-être une image qu'on peut avoir dans la tête, Bruno, c'est que si je suis pas demandeur d'emploi, je peux pas poser mes questions là-bas, alors qu'en fait, si. Alors, je m'étigerai quand même ton propos. L'accompagnement qui est proposé au sein des équipes mobilité internationale, cet accompagnement s'adresse seulement à des candidats qui sont inscrits en tant que demandeurs d'emploi. Par contre, effectivement, on peut se rendre dans un pôle emploi, on peut se rendre à la PEC, on peut se rendre dans une mission locale pour avoir des informations. Et le site de Pôle emploi, par contre, effectivement, et comme tous les sites aussi, est ouvert. On a une rubrique mobilité internationale qui va permettre de décrire effectivement et de préparer, de construire une réflexion par rapport à un projet de mobilité qui évoque effectivement ces différents dispositifs. Et vous avez bien sûr accès aux offres d'emploi. Alors, on n'a pas des millions non plus, mais ne serait-ce que sur le Canada, on doit avoir 400 offres d'emploi. Et sur l'Asie, on doit avoir 200 offres environ. Donc, voilà, vous pouvez avoir accès aux offres, vous pouvez avoir accès à des conseils. Et puis, en tant que conseiller en évolution professionnelle, parce que c'est bien comme ça qu'on se positionne dans un monde en pleine transition, où on va avoir plusieurs vies professionnelles, et bien de se dire qu'on peut effectivement taper à la porte d'un service de l'emploi et d'obtenir des réponses, des orientations, des conseils. Une dernière question pour toi, Bruno, et pour Benoît. Est-ce que par rapport à l'objectif du jour, on a répondu à un certain nombre de questions? Est-ce qu'on a oublié des choses? C'est le moment ou jamais. Bruno. Alors, on est sûrement bon renvoi de balle, Federer. Oui, on en a oublié. Mais je pense que c'est ça aussi la richesse à la fois de cet échange et puis de questionnement qui va porter
les candidats à l'expatriation, c'est d'essayer de trouver le dispositif qui vous correspond. On a parlé effectivement du VIE, qui est le dispositif roi, mais qui s'adresse plutôt, tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est la moyenne des gens qui partent en VIE, ils ont environ 26 ans, donc un profil très junior, il va avoir peut-être un peu plus de difficultés à se démarquer, et un profil de plus de 28 ans, c'est pareil, il ne pourra plus rentrer sur le dispositif. Donc, pour eux, il y a d'autres dispositifs. Et voilà, on peut être sur un contrat local, on peut être sur des formes de volontariat. On a beaucoup parlé effectivement de l'expatriation, mais on a une expatriation aussi qui est facilitée au sein de l'Europe, qu'il ne faut pas oublier. On a un pays de libre circulation des biens, mais aussi des personnes. Donc, pas de nécessité de visa. Bien sûr, il y a des démarches administratives à faire dans les pays concernés. Ce n'est pas non plus open bar, mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas de visa. Il y a des aides à la mobilité. On peut se rendre dans un pays pour avoir un entretien d'embauche et obtenir une aide dans le cadre du dispositif de reste. On peut, si on a signé un contrat avec un employeur de plus de 6 mois, bénéficier également de l'aide qui s'appelle TMS, Target Mobility Schemes, qui permet d'avoir une aide pour un déménagement, pour améliorer son niveau de langue, pour faire reconnaître ses diplômes. Donc, c'est vrai que l'Europe, c'est quand même la zone qui va favoriser le plus la mobilité. D'ailleurs, les pays où les Français sont le plus présents, c'est avant tout, c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre. Bon, il y a les États-Unis aussi, il y a le Canada qui est pas loin derrière. Donc, il y a quand même pas mal de pays européens qui offrent de belles perspectives et avec une possibilité, voilà, d'être accompagnés dans cette démarche-là, d'avoir des aides financières. Et puis encore une fois, un petit peu comme quand on évoquait la différence d'un contrat local, un contrat d'expatriation, vous ne perdez pas de bénéfices en quelque sorte au niveau de vos droits sociaux. Après un travail en Suisse, vous vous réinscrivez à Pôle emploi et vous bénéficiez d'allocations chômage. C'est quand même assez intéressant. On a même la possibilité d'aller prospecter un pays en demandant à bénéficier de ses droits au chômage pendant 3 mois dans le pays, et puis dans le pays européen, bien sûr, et jusqu'à trouver un emploi. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau européen, et je pense qu'il faut le souligner. Alors, tu as quand même dit une chose, je me permets de corriger. Aujourd'hui, tu parlais de l'Angleterre. Elle n'est plus dans l'Europe. Tu as signé dans la liste... Dans l'Union européenne, mais elle est encore dans l'Europe. Alors, absolument, mais dans les dispositifs facilités, aujourd'hui, la porte s'est fermée depuis quelques mois. Ouais, clairement. Et j'étais ce matin avec une personne qui bossait chez Arbeitsagentur en Allemagne, où il y a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de facilités. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de pays, spécifiquement en Europe et des pays historiques comme l'Alliance franco-allemande, où il y a encore des choses encore plus facilitées pour pouvoir vivre ce genre d'expérience. Tout à fait. Je pense que nous avons fait un peu le tour, Cindy. Est-ce que ce webinaire t'aurait servi dans les 3 semaines de préparation avant de vivre ton expérience? Ah oui, c'est sûr, ça m'aurait servi. Après, je ne sais pas si ça aurait finalement changé quelque chose, mais ça m'aurait sauvé du temps, en tout cas, c'est sûr. Parce que je disais un peu cette jungle d'informations qu'on peut trouver. On parlait tout à l'heure en préparant de Leonardo, qui était un dispositif qui aujourd'hui n'existe plus. Il y a encore des pages qui parlent de Leonardo. Alors on se dit on va faire Leonardo, mais finalement au moment où ouais, Benoît, tu peux réagir. Oui, effectivement, moi je suis parti avec un dispositif qui n'existe plus, qui est un cousin d'Erasmus. Donc je vais l'appeler comme ça fait moins vieux. Je pense que c'est bien, mais voilà, à l'époque, moi, j'avais pu partir 4 mois. Alors, si on doit parler de conditions, non rémunérées, sans protection sociale, en Écosse. Ils ont bien fait de le supprimer. Pour travailler dans une entreprise. Non, mais c'est pour ça qu'on disait, voilà, faut vraiment moi, j'étais quelqu'un comme ça, assez spontané, donc ça me faisait pas peur, même si ça a vite causé des problèmes, hein. Et au final, mon entreprise m'a rémunéré. J'ai réussi à négocier une rémunération qui était confortable, qui était au-dessus du SMIC français à l'époque. Mais voilà, c'est pour ça qu'on disait, c'est le champ des possibles, donc, il existe 1000 formes d'expatriation. Il faut choisir laquelle nous correspond le mieux. Et c'est sûr que voilà, si on cherche un peu de sécurité, l'Europe rencontre un franc succès après le Covid, parce que justement, c'est sécurisant pour les entreprises, c'est sécurisant pour les jeunes. Tu as raison de le soulever, Bruno. Mais voilà, trouver la bonne forme qui va bien avec notre profil. Et si vous êtes jeune, si vous voulez lancer votre carrière dans les bonnes conditions et de manière sécurisante, c'est sûr que le VIE est la meilleure formule pour pouvoir vous servir de tremplin. Eh bien, merci à nos invités et je salue Oli qui vient d'arriver. Oli, tu as bien fait de te connecter maintenant. C'était à 18h30 et c'est donc terminé, Oli. Donc, tu pourras retrouver le replay disponible sur YouTube et en podcast sur stereochic.fr dans les prochaines heures. Un mot pour conclure. Bruno, merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire avant de nous saluer ?
Et écoute, déjà, c'était très sympa cette invitation. Je pense que ça permet effectivement de clarifier certaines choses. Voilà, si vous êtes effectivement demandeur d'emploi, je prêche un peu pour ma paroisse. Effectivement, sollicitez les services du Pôle emploi mobilité internationale en fonction de la zone qui vous intéresse. Vous serez orienté vers des conseillers qui seront à même de vous donner des informations, je pense, précieuses sur cette zone, sur les dispositifs. On organise beaucoup de webinaires pour justement vous informer sur les différents pays, sur les modalités d'accès à des dispositifs, notamment pour les 18-35 ans. Vous armer aussi en termes de CV, en termes de préparation à l'entretien. Donc voilà, la porte en tout cas est ouverte, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci Benoît pour ta présence ce soir. Encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, le VIE est quand même un sacré bon dispositif, notamment pour les plus jeunes. Moi, je ne peux plus, je ne rentre plus dans les critères. Mais ça va être compliqué. Voilà, j'espère qu'on a quand même répondu à un certain nombre de questions. Un petit mot pour terminer. Tu as réussi à placer le champ des possibles dans ton intervention. Hein. Félicitations. Ouais, je trouvais que c'était. Tu l'as remarqué, c'est bien. Ouais. Non, moi j'ai un mot à vous dire. Le monde, il est grand, donc il faut se donner l'opportunité d'aller le découvrir et surtout, voilà, si c'est ce qui vous va, il faut y aller. Merci beaucoup et merci Cindy pour ce témoignage. Toi, tu as été heureuse dans cette aventure. Elle va sans doute un jour recommencer, donc garde l'installation de l'application StéréoChic sur ton téléphone. Un jour, tu reviendras témoigner d'un nouveau pays d'expatriation. Exactement, j'espère. T'as une petite idée déjà ? Est-ce que ta famille est au courant ? C'est vrai que je suis ouverte un peu à toute proposition, donc je suis très aventurière, donc ça dépendra de l'opportunité. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir et retrouvez donc sur YouTube et en podcast ce webinaire. Rendez-vous dans un mois pour la 3e version. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, ça dépend où vous êtes dans le monde. À bientôt, au revoir. Merci Gauthier, à bientôt. Merci à tous. En octobre, c'est le mois spécial Mobilité Internationale sur la radio des Français dans le monde et sur votre site d'information lesfrançais.press. Quels sont les principaux dispositifs ? Comment chercher ? Comment trouver ? Comment se préparer ? Des conseils, des témoignages ? Préparez vos bagages, l'aventure expat commence ici. Chaque jour, en écoutant StéréoChic, la radio des Français dans le monde, découvrez nos podcasts et sur le site lesfrançais.press, tous les articles et tous les liens utiles pour avancer dans votre projet. Parrainé par Pôle emploi, des solutions pour l'emploi à l'international. pôle-emploi.fr/international.